Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette toute nouvelle séquence d'histoire, séquence 6, qui s'intitule Les villes et le grand commerce dans l'Occident médiéval, et qui va donc constituer la séquence jumelle au fond de la séquence 5, qui elle, je vous le rappelle, avait été consacrée aux campagnes. Donc après les campagnes, les villes, les quelques villes que compte l'Occident au Moyen-Âge. Et la problématique de notre séquence est la suivante: quelles sont les étapes de l'émergence d'une nouvelle société urbaine fondée sur l'essor du grand commerce dans l'Occident médiéval? Autrement dit, la ville s'explique par le grand commerce. Parce qu'il va y avoir du commerce en Occident, il va y avoir des villes qui vont naître et se développer, et qui vont expliquer qu'aujourd'hui, parfois plus de 1000 ans après les événements, nous sommes aujourd'hui dans une société majoritairement urbaine, même si nous sommes dans un petit collège de campagne, et qu'on est un peu l'exception. Je vous laisse regarder l'image qui est en arrière-plan de la diapo, et je vous laisse deviner de quelle ville du Moyen-Âge il s'agit. Vous avez trouvé? Peut-être avez-vous réussi à déchiffrer le titre, si vous y êtes arrivé. Alors là, toutes mes félicitations. La ville est Chasteau de Molins. Donc, vous l'aurez deviné, il s'agit de la ville et du château de Moulins-sur-Allier. Et effectivement, s'il est assez difficile d'identifier la ville de Moulins, parce qu'elle a quand même énormément changé par rapport à cette vue d'ensemble du XVe siècle, on reconnaît quand même deux éléments majeurs. On reconnaît le château de la Malcoiffée, le château des ducs de Bourbon. Château des ducs de Bourbon surnommé la Malcoiffée parce que la toiture du château, la toiture de tuiles est donne un peu l'impression d'être un peu de travers, c'est plus une impression qu'autre chose, mais bon. Et puis on reconnaît aussi la tour du Jacquemart, cette horloge célèbre qui se trouve au cœur de Moulins-sur-Allier encore aujourd'hui. Bon, c'est pas à peine de chercher par contre la place d'Allier parce que là on ne la reconnaîtrait pas, mais néanmoins cette vue de Moulins est assez précieuse pour les historiens parce que c'est quand même pas si courant que ça d'avoir une vue d'ensemble d'une ville au Moyen-Âge, et on le doit au talent du miniaturiste Guillaume Revel, qui a représenté les possessions, les villes en particulier des ducs de Bourbon, qui est duc de Bourbon et d'Auvergne et comte de Forez. Forez, c'est les montagnes qui entourent la région de Saint-Étienne. Et oui, parce que le duc de Bourbon, vous le savez peut-être, dont le berceau est à Bourbon-l'Archambault, comme son nom l'indique, donc pas très loin du collège de Tronget, et ben c'est quand même la famille qui a donné de nombreux rois de France, à commencer par Henri IV par exemple, ou Louis XIV, qui sont des Bourbons. Donc on a une vue de la ville de Moulins au milieu du XVe siècle, et j'avais envie de la partager avec vous. L'architecture de la séquence est rigoureusement la même que pour les autres séquences d'histoire. Nous allons commencer d'abord par planter le décor spatial puis temporel, carte puis chronologie. Puis nous ferons un détour, un crochet par l'histoire des arts, où nous ferons la connaissance d'un couple célèbre d'habitants d'une grande ville du Moyen-Âge.
Puis nous aurons l'occasion, vous aurez l'occasion de travailler sur des dossiers qui nous permettront de découvrir un grand commerçant occidental, Jacques Coeur, j'en parlerai plus en détail bientôt. Nous verrons en quoi consiste le commerce du drap de laine au Moyen-Âge, parce que vous découvrirez que c'est une marchandise très recherchée à l'époque. Et nous centrerons notre étude sur une ville du grand commerce occidental, comme ça on fera d'une pierre deux coups. Et ça sera la ville de Bruges, qui aujourd'hui se trouverait en Belgique. Voilà le programme de notre séquence. Comme je viens de l'annoncer, grand A, ville et grand commerce de l'Occident médiéval. Et notre problématique, la question de notre séance sera la suivante. Quel lien peut-on établir entre le renouveau urbain médiéval et le développement du grand commerce observé au Moyen Âge? Et nous allons bâtir ensemble la carte. J'ai parlé de renouveau urbain parce que la ville avait failli disparaître avec la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge, lorsque les invasions barbares ont déferlé sur l'Empire romain, qui était un empire urbanisé, un empire de la ville, fondé sur le modèle de Rome. Et le fait est que les barbares, avant de se sédentariser, avaient quand même beaucoup pillé, beaucoup brûlé, beaucoup détruit. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi, au Moyen-Âge, les villes sont si rares, du moins au début du Moyen-Âge, et pourquoi la majorité des habitants de l'Occident sont des urbains. Dans votre ENT, normalement, vous devez disposer de la planche 1 en noir et blanc, qui est le fond de carte que nous allons utiliser pour bâtir ensemble le cadre spatial de la séquence grand commerce et ville au Moyen-Âge. Et ça va nous permettre de nous rendre compte du lien entre les deux. Il n'y a pas de grand commerce sans la ville, il n'y a pas de ville sans le grand commerce. Avant de commencer à construire notre propre carte, commençons déjà par retirer les enseignements de notre carte modèle. Alors déjà, la thématique de la carte, c'est donc la carte du grand commerce et des villes de foires commerciales au Moyen-Âge. Et si l'on regarde comment est construite la carte, on se rend compte que, grosso modo, il y a deux grands types de légendes. Vous avez des plages de couleurs qui correspondent aux marchandises. Marchandises échangées selon les routes du grand commerce, donc autrement dit des marchandises qui viennent de loin et qui vont parfois parcourir des océans ou qui vont parcourir une partie du continent européen par voie terrestre sur des centaines et des milliers de kilomètres, ce qui aujourd'hui ne paraît pas être un grand exploit, mais au Moyen-Âge où le rapport à la distance et au temps n'est pas le même qu'aujourd'hui, parce qu'on a des moyens de transport différents, croyez-moi, ça change quand même les choses. Et nous avons une autre partie de la légende qui est consacrée justement aux routes du commerce, empruntées par les marchands, mais aussi par les marchandises. Et comme vous pouvez le voir, c'est logique, les routes du commerce et les marchandises passent par des lieux obligés, et ces lieux obligés, ce sont
les villes de foire. Et certaines villes de foire sont naturellement plus importantes que les autres. La porte d'entrée des marchandises venues d'Asie, encore une fois les épices et la soie, comme vous pouvez le voir, c'est essentiellement le nord de l'Italie, avec deux ports majeurs, un situé en façade de la mer Adriatique, le plus à l'est, c'est Venise, qui mène ainsi une rude concurrence à une autre porte d'entrée non italienne, celle de l'Empire byzantin, autrement dit Constantinople, qui est encore plus à l'est. Et puis, vous avez une autre porte d'entrée pour les marchandises venues d'Asie, mais aussi d'Afrique d'ailleurs, c'est le port de Gênes, qui se trouve cette fois-ci en façade de mer Tyrrhénienne, autrement dit à l'ouest de la péninsule italienne. Et cela fait du nord de l'Italie, avec les ports de Venise et de Gênes, l'un des cœurs du commerce européen. D'autant que dans le nord de l'Italie, on ne se contente pas finalement d'importer, d'acheter les marchandises, on produit aussi sur place. Parce que comme l'indique votre légende de la carte, on est dans une région de production textile. Et oui, aujourd'hui, ce qui compterait, ça serait de fabriquer des ordinateurs ou des iPhones. Au Moyen-Âge, on produit du lin, on produit du chanvre, on produit des matières premières agricoles qui vont permettre on produit de la laine aussi, qui vont permettre de réaliser des vêtements. Mais ce que nous montre la carte, c'est qu'en réalité, il existe un deuxième cœur commercial à l'intérieur de l'Occident médiéval, l'Europe de l'Ouest au Moyen-Âge si vous préférez. Et ce deuxième cœur, beaucoup plus au nord, c'est un cœur qui est délimité par ce qu'on appelle la Flandre au Moyen-Âge, c'est-à-dire un territoire qui aujourd'hui serait à cheval sur le nord de la France, la Belgique et puis les Pays-Bas. C'est-à-dire un territoire qui se trouve également en façade maritime, mais là cette fois-ci on n'est plus face à la Méditerranée, on est par contre face à la Manche, face à la mer du Nord, et on est en communication directe avec l'Atlantique, même si au Moyen-Âge il n'est pas question de traverser l'Atlantique d'est en ouest, on ne sait pas que les Amériques existent, et aussi plus à l'est vers la mer Baltique, puisqu'il y a un accès direct entre la mer du Nord et la mer Baltique. Il faut contourner, comme vous le montre la carte, il faut contourner la presqu'île du Danemark et longer le Danemark et la Suède. C'est la route de la fourrure au Moyen-Âge. Parce que il n'y a pas que les marchandises venues de Chine ou venues des Indes, autrement dit les épices et la soie, qui font l'objet d'un commerce intense en Occident. Il y a aussi toutes les marchandises venues du nord de l'Europe et en particulier des pays scandinaves, c'est-à-dire la Suède, la Norvège, le pays des Nordmen, des Vikings, ceux qui ont envahi l'Empire carolingien vers le Xe siècle. Et donc, on va faire venir en Europe de l'Ouest toutes ces précieuses marchandises, et oui, parce qu'à l'époque, c'est considéré comme précieux, le bois qui servira non pas à se chauffer, mais à fabriquer des navires, par exemple, les fourrures, le blé, aliments de base des humains si précieux, notamment quand les récoltes sont mauvaises et qu'elles peuvent conduire à la famine, mais aussi et surtout les draps
Les draps qui seront la spécialité de la ville de Bruges, que j'ai mis dans ce cercle rouge. Et Bruges va être un peu la capitale de cette Flandre commerciale, de ce cœur commercial du nord de l'Europe. Mais ce que nous montre la carte, c'est qu'en réalité, il existe un deuxième cœur commercial à l'intérieur de l'Occident médiéval, l'Europe de l'Ouest au Moyen-Âge si vous préférez. Et ce deuxième cœur bat beaucoup plus au nord. C'est un cœur qui est délimité par ce qu'on appelle la Flandre au Moyen-Âge, c'est-à-dire un territoire qui aujourd'hui serait à cheval sur le nord de la France, la Belgique et puis les Pays-Bas. C'est-à-dire un territoire qui se trouve également en façade maritime, mais là cette fois-ci on n'est plus face à la Méditerranée, on est par contre face à la Manche, face à la mer du Nord, et on est en communication directe avec l'Atlantique, même si au Moyen-Âge il n'est pas question de traverser l'Atlantique d'est en ouest, on ne sait pas que les Amériques existent, hein. Et aussi plus à l'est vers la mer Baltique, puisqu'il y a un accès direct entre la mer du Nord et la mer Baltique. Il faut contourner, comme vous le montre la carte, il faut contourner la presqu'île du Danemark et longer le Danemark et la Suède. C'est la route de la fourrure au Moyen-Âge. Parce que il n'y a pas que les marchandises venues de Chine ou venues des Indes, autrement dit les épices et la soie, qui font l'objet d'un commerce intense en Occident. Il y a aussi toutes les marchandises venues du nord de l'Europe et en particulier des pays scandinaves, c'est-à-dire la Suède, la Norvège, le pays des Nordmen, des Vikings, ceux qui ont envahi l'Empire carolingien vers le Xe siècle. Et donc on va faire venir en Europe de l'Ouest toutes ces précieuses marchandises, et oui, parce qu'à l'époque c'est considéré comme précieux, le bois qui servira non pas à se chauffer, mais à fabriquer des navires, par exemple, les fourrures, le blé, aliments de base des humains si précieux, notamment quand les récoltes sont mauvaises et qu'elles peuvent conduire à la famine, mais aussi et surtout les draps qui seront la spécialité de la ville de Bruges, que j'ai mis dans ce cercle rouge. Et Bruges va être un peu la capitale de cette Flandre commerciale, de ce cœur commercial du nord de l'Europe. Et entre ces deux cœurs du commerce médiéval de l'Occident, donc ce cœur du sud, ce cœur du nord de l'Italie, ce cœur lombard, je ne l'ai pas nommé tout à l'heure, hein, la Lombardie, c'est la région de Milan aujourd'hui. Donc entre le cœur lombard ouvert sur le commerce venu de la Méditerranée, et le commerce flamand, c'est-à-dire celui venu de la Flandre, eh bien vous avez les célèbres foires de Champagne. Je dis bien célèbres parce qu'au Moyen-Âge, les foires de Champagne sont les plus réputées de tout l'Occident. Et la raison, elle est bêtement géographique. C'est-à-dire que si vous regardez bien la carte, les foires de Champagne sont situées sur la route principale, la route terrestre principale, qui permet de relier le cœur lombard au cœur flamand, en passant par les Alpes. Quand on est en Champagne, on est un peu à l'est de Paris
et de la foire de Paris qui s'appelle la foire de Saint-Denis, mais qui au début du Moyen-Âge est loin de concurrencer et d'avoir l'importance des foires de Champagne. Alors, les villes de foire de Champagne. Alors déjà, la Champagne, c'est donc cette région qui se trouve dans le nord-est de la France d'aujourd'hui, qui est un territoire que l'on appelle le comté de Champagne. Ça fait partie du royaume de France. Et les villes de foire, si le mot foire vous gêne, considérez que ce sont les villes où l'on pratique le commerce. Hein, à Moulins, tous les ans, il y a ce qu'on appelle, je crois que c'est en février, il me semble, la foire expo. Et la foire expo, sous une vaste halle, eh bien, vous avez des commerçants qui viennent exposer leurs marchandises en espérant que les clients viendront faire leur fortune. Voilà. Bon, eh bien, c'est le sens du mot foire. Donc, les foires de Champagne sont des villes où on pratique le commerce à longueur d'année. Et comme vous pouvez le voir sur la carte qui est l'objet de notre étude, des villes de foire, il y en a 4. Je vous les nomme de l'ouest vers l'est, donc de la gauche vers la droite. Vous avez la foire de Lagny, vous avez celle de Provins, le S ne se prononçant pas. Vous avez celle de Troyes, et oui, ça s'écrit Troyes, mais ça se prononce Troyes. Et vous avez la dernière ville de foire de Champagne, la plus orientale, celle de Bar-sur-Aube. J'ai oublié de préciser, il n'est pas trop tard pour bien faire, que la Champagne, c'est aussi cette région située entre le fleuve de la Seine au sud, et puis la rivière de la Marne au nord. Et ce qui fait encore une fois l'importance des foires de Champagne au Moyen-Âge, c'est que c'est à l'intérieur de ces villes que vont s'échanger et les marchandises venues du nord de l'Europe, venues de Flandre, les draps, la laine, etc., et qui seront donc échangées contre des marchandises venues du sud, les épices et la soie. Chacun repartant, les marchands du sud avec des marchandises du nord, et les marchands du nord repartent chez eux avec des marchandises venues du sud. Le tout échangé en Champagne. La géographie n'explique pas à elle seule la prospérité des villes de foire de Champagne. Effectivement, le fait d'être un carrefour commercial entre la Flandre et la Lombardie, ça aide beaucoup. Mais il y a aussi et surtout le fait que les villes de foire, au lieu de se faire de la concurrence entre elles, ont au contraire eu l'intelligence de s'associer pour proposer 11 mois sur 12. On évite le mois de décembre parce que les fêtes de Noël demandent à ce que chacun rentre chez soi. Et puis avec l'hiver, avec la neige, le verglas, on ne peut pas dire que les conditions de transport et de déplacement soient faciles. Donc ce mois de décembre est en général peu utilisé par les commerçants, mais si vous regardez le petit calendrier que je vous ai mis sur la droite de la diapo, les villes de foire de Champagne ont mis en place un système de roulement. Quand c'est au tour de Lagny d'ouvrir sa foire, les autres ne sont pas en activité. Quand c'est au tour de Bar-sur-Aube, eh bien Lagny n'est plus en activité, et ainsi de suite. Et on peut donc remarquer assez facilement que sur les 4 villes de foire de Champagne, 2 sont plus importantes que les autres,
puisqu'elles reviennent 2 fois dans l'année. Ce sont les foires de Provins et de Troyes. Et la foire dure en moyenne une quinzaine, une vingtaine de jours. Et je vais vous l'expliquer avec la diapo d'après. Les marchands s'installent en général en plein milieu de la ville sur un immense champ de foire qui n'est autre qu'un pré qui en général est brouté par les moutons en pleine ville, oui, quand la foire n'est pas active, mais quand les forains, autrement dit les commerçants, arrivent avec leurs chariots remplis de marchandises, eh bien les moutons sont priés d'aller brouter ailleurs. On laisse les forains installer leurs marchandises à l'abri des remparts de la ville, à charge pour eux de faire attention néanmoins aux voleurs. Ils installent leur baraquement et exposent leurs produits. C'est ce qu'on appelle la montre, du verbe montrer, aucun rapport avec l'objet qui vous permet de connaître l'heure à tout moment. On montre les articles que l'on cherche à vendre et il n'y a pas d'étiquette de prix parce que ça va être la loi de l'offre et de la demande. Si un futur client est intéressé par la marchandise, après, il va pendant une dizaine de jours essayer de convaincre l'acheteur de lui vendre la marchandise et bien sûr s'engage une négociation parce que le marchand a intérêt à vendre au prix le plus élevé possible, évidemment, et le client a intérêt à acheter le moins cher possible. Et donc après, c'est la vente au plus offrant, celui qui proposera le plus, qui aura le plus de chances de remporter la vente. C'est un peu un système de vente aux enchères. Voilà comment fonctionnent les foires, toutes les foires, mais particulièrement les foires de Champagne. Maintenant que nous avons analysé en détail la carte et que nous en avons dégagé les enseignements majeurs, nous allons pouvoir passer à la construction de notre propre carte. Donc, comme vous pouvez le voir, on reprend le cadre géographique que nous venons d'étudier, c'est-à-dire une carte centrée sur l'Europe, mais qui laisse apparaître néanmoins le nord de l'Afrique et l'ouest de l'Asie, autrement dit les deux grands partenaires continentaux du commerce européen. Et on voit apparaître toutes les mers par lesquelles les marchandises vont venir, aussi bien les mers du nord de l'Europe, la mer du Nord, la mer Baltique, par exemple, ou la Manche, que la mer Méditerranée, la mer Adriatique ou la mer Noire, sans oublier la mer Rouge, pour les autres mers venues du sud. Si on regarde la légende, on voit apparaître 3 thématiques. Les passages stratégiques, c'est-à-dire les routes terrestres, maritimes, essentiellement, le réseau du commerce occidental avec les villes de foire, et enfin les marchandises importées. Eh bien, à vos crayons, on y va, c'est parti. Alors, on va commencer par colorier les 2 grands espaces de production textile européens. En réalité, il y en a même 3, mais il y en a 2 importants. Il y a donc au nord de l'Europe la région de la Flandre et au sud la région de la Lombardie. Donc il faut mettre leur nom. Et il y a une 3e région autour du littoral languedocien,
et provençale, la région de Marseille. Bon, voilà, donc on va les colorier toutes les trois, ces régions de production textile, en jaune. Nous allons maintenant ajouter les principales routes maritimes, aussi bien celles du sud, qui passent par la mer Méditerranée, la mer Adriatique, ou qui proviennent de la mer Noire, et qui forment un peu comme les tentacules d'une pieuvre. Et puis, même chose pour les routes maritimes qui sont tournées vers le cœur commercial de la Flandre, la mer Baltique, la Manche, et aussi la mer du Nord, dont il faudra rajouter le nom, parce qu'il ne doit pas être présent sur votre carte. Après les routes maritimes, les routes terrestres, qui forment comme une toile d'araignée à l'intérieur du continent européen. Donc en fait, ça n'est pas si compliqué que cela de retracer les routes du commerce terrestre, même si elles donnent l'impression de s'entrecroiser de partout. En fait, c'est pas compliqué. Les routes passent par les villes de foire. Donc toutes les villes qui sont mentionnées sur la carte sont des villes de foire, donc il suffit en fait de relier les villes de foire les unes aux autres par des traits rouges. Donc mettez-moi sur le pause le temps de faire le travail convenablement. Il nous reste maintenant à rajouter les marchandises qui utilisent les routes soit maritimes, soit les routes terrestres du commerce, qui passent donc d'une ville de foire à une autre ville de foire, qui passent du cœur de Flandre au cœur de Lombardie et réciproquement. Donc ces marchandises, alors il y en a deux sortes. Il y a les marchandises venues plutôt du nord, venues donc de l'Occident, sur fond vert. Bois, fourrure, blé, hareng. Le hareng, c'est un poisson, comme vous devez le savoir. La laine, le sel, le vin. Donc c'est plutôt des produits alimentaires pour un certain nombre d'entre eux. Et puis pour les marchandises venues de l'Asie lointaine, eh bien là c'est plus simple, la soie ou les épices. Un dernier petit effort et on aura terminé. Il nous reste à nommer les 4 foires de Champagne, les foires de Lagny, de Provins, de Troyes et enfin de Bar-sur-Aube. Voilà, nous en avons terminé avec cette carte qu'il vous reste maintenant à bien apprendre autant que possible, puisqu'elle nous servira de cadre spatial pour tout le reste de la séquence. Et la prochaine fois, nous étudierons les dates clés et les acteurs clés du grand commerce et des villes de l'Occident médiéval. Bonne journée et à bientôt!